nos pensées vers Dieu notre Père, créateur de l'univers et de nous tous. Donc c'est notre Père à tous. On est tous frères en humanité. Et on le remercie pour son infinie miséricorde de nous permettre de pouvoir être réunis aujourd'hui pour pouvoir étudier quelques aspects d'une belle philosophie qu'il a contribué à amener sur notre planète afin de nous éclairer, de nous orienter vers le bien, vers le beau, vers le bon, vers le bonheur. Que nous puissions bien comprendre tous ces enseignements, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous et que cela puisse nous aider chaque jour à être un peu meilleur que la veille et que cela puisse également aider les esprits qui pourraient accompagner cette étude avec nous aujourd'hui. Alors, nous sommes le 11 février déjà. On est toujours dans le module numéro 1, Introduction à l'étude du spiritisme. On a vu la semaine dernière quelques traits biographiques d'Allan Kardec, qui il était, professeur, codificateur. Et on va voir aujourd'hui quelle est la méthodologie qu'il a employée pour procéder à sa codification, donc pour observer, pour écrire ses livres. D'accord ? La méthodologie et les critères. Alors, oups. Ce bouton arrêter le partage qui apparaît exactement là où je voulais cliquer dessous. Voilà. Donc, on va justifier l'importance de l'application de la méthode expérimentale. Donc, avant Kardec, on l'a peut-être un peu vu, il y a un certain nombre d'autres missionnaires qui sont passés, notamment Descartes, qui a ravivé, je dirais, un petit peu toutes ces questions de méthodologie scientifique, d'être cartésien, comme on dit. Et un autre encore qui est passé un peu avant lui, qui s'appelait Auguste Comte, et donc qui a lui aussi travaillé sur la méthodologie scientifique, le positivisme. Et on a vu aussi qu'il a étudié chez Pestalozzi, en Suisse, et Pestalozzi, il avait des méthodes d'enseignement qui étaient assez révolutionnaires à l'époque et qui sont toujours encore révolutionnaires aujourd'hui puisqu'elles ne sont pas appliquées telles quelles. Enfin, elles ne sont pas encore appliquées, dans les principes. C'est d'amener les élèves à observer la nature pour essayer de les faire raisonner et puis de découvrir par eux-mêmes les lois qui gouvernent la nature. C'est une méthode d'enseignement qui est peut-être un peu plus difficile, un peu plus de travail, mais qui est bien meilleure que le fait de dire, bon, voilà, vous avez telle page du bouquin, vous les apprenez par cœur, et puis je vous fais une interrogation dessus. C'est pas tout à fait la même méthode. Les enfants apprennent par cœur pour l'interrogation, mais assez rapidement, comme il n'y a pas le fondement dessous, ils oublient, quoi. Et donc, cette méthode expérimentale, en fait, Rivail, il avait toutes les briques, toutes les facilités. Il avait été initié à ça depuis donc Pestalozzi, et donc il a appliqué ça pendant toute sa vie, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier point de cette méthodologie. Et le deuxième point de la méthodologie, c'est la question de la généralité et la concordance dans l'enseignement des esprits. C'est ce que Kardec il appelait le contrôle universel de l'enseignement des esprits, le CUEE. Parce que, vous avez un esprit qui vient, qui vous raconte quelque chose. OK, il montre pas ses diplômes, il montre pas sa carte d'identité, il laisse pas ses empreintes digitales. On ne sait pas toujours forcément qui c'est. Si ça se trouve, il peut nous raconter des carabistouilles. Et donc, ça, Kardec, il s'en est rendu compte assez rapidement. Donc, par rapport à ça, il a appliqué deux critères. Le premier, c'est, comme on dit, la méthode expérimentale et la méthode scientifique, c'est-à-dire on analyse, est-ce que ça fait sens, est-ce que, surtout jamais prendre à la lettre tout ce que les esprits nous disent, mais les passer au crible du bon sens et de la raison. Est-ce que ça fait logique? Le filtre socratique, que je vous ai déjà exposé plusieurs fois.
Et le deuxième critère, c'est, bon, ok, l'esprit dit que on se réincarne. Bon, est-ce que c'est un seul esprit qui a dit ça par un seul médium ou, ah ben non, bizarrement, il y a plusieurs esprits différents, par plusieurs médiums différents, à plusieurs endroits différents, de façon tout à fait indépendante l'un de l'autre, qui disent la même chose, voyez? Donc, c'est surtout en ça que réside cette généralité, c'est-à-dire que l'enseignement, il arrive de façon générale partout, et la concordance, donc, les esprits sont d'accord entre eux. Alors, j'ai pris un exemple qui était justement assez discuté à l'époque, la réincarnation, hein, puisque cette concordance et cette généralité de l'enseignement de la réincarnation, il a eu lieu en Europe, hein, enfin en France notamment, mais aux Amériques, aux États-Unis, hein, vous savez que Hightsville, ça a commencé en 1848, et donc le mouvement spiritualiste qu'ils appellent là-bas a commencé aussi très tôt, dès les années 1850, avant même le spiritisme en France. Avant la revue Spirit, il y avait déjà la revue spiritualiste de la Nouvelle-Orléans en français, puisque la Nouvelle-Orléans parlait français à l'époque. Et ben, les esprits là-bas ne parlaient pas de réincarnation. Hein, ils n'enseignaient pas cette réincarnation. Donc là, vous voyez, il y a eu beaucoup d'esprits qui sont d'accord entre eux qu'il y a la réincarnation, mais il y en avait aussi d'autres qui étaient d'accord entre eux qu'il n'y a pas de réincarnation. D'accord? Donc, il y a eu, comment dire, c'était pas une généralité absolue, mais c'était une généralité ou une concordance relative, hein, avec cette différence, entre guillemets, régionale ou culturelle. Et c'est dans ces cas-là que il faut appliquer justement le bon sens et la raison pour dire, finalement, cette réincarnation, est-ce que ça fait sens ou pas, et revenir, hein, c'est ce qu'avait fait Kardec, en questionnant les esprits de nouveau. Mais écoutez, là-bas, ils disent qu'il n'y a pas de réincarnation, ici, vous dites qu'il y a de la réincarnation, donc qu'est-ce qu'il en est? Et donc, c'est là où les esprits lui ont donné tout un tas d'éléments de dire, tiens, réfléchis à ci, réfléchis à ça, réfléchis à telle autre chose. Hein. Et donc, ça fait, je pense que c'est la question numéro 100 du livre des esprits, hein, qui parle de réincarnation. Vous avez tous les arguments, hein, que les esprits sont venus aider, hein, à donner pour qu'on puisse se faire notre opinion et dire, oui, effectivement, la réincarnation, c'est encore ce qu'il y a de plus logique. Hein. Indépendamment des preuves qui sont venues par après, avec Delane, avec Ian Stevenson plus récemment, etc. D'accord? Et bon, alors, chez les spiritualistes, il y en a toujours encore qui ne croient pas en la réincarnation. Hein. J'ai eu des contacts récemment avec une personne qui était au Findlay College, là, qui a été éduquée, entre guillemets, hein, qui a été formée chez les spiritualistes anglais. Et il y a toujours encore beaucoup de spiritualistes anglais qui ne croient pas en la réincarnation, mais beaucoup, comment dire, comprennent les arguments, hein, qu'avait déjà exposé Kardec, et beaucoup admettent aussi, Ian Stevenson, c'était un Américain, donc vous voyez comment la nature fait bien les choses. Il s'est réincarné aux États-Unis, hein, il a fait son travail aux États-Unis, dans l'université de Virginie, avec ses preuves de la réincarnation. Et donc, c'est pas pour rien qu'il est justement allé là-bas pour un Américain chez les Américains qui leur dit regardez, hein, voilà, pour essayer de les faire changer, quoi. Et pour terminer cette histoire, Kardec a demandé oui, mais pourquoi alors les esprits là-bas, ils n'expliquent pas la réincarnation? Et ce que les esprits ont répondu, c'est là-bas, le fait d'enseigner la réincarnation, ça les aurait choqués, hein, puisqu'à l'époque, on venait à peine de sortir de la période de l'esclavage, etc. Hein, il y avait donc c'était encore une période culturellement un peu marquée, un peu difficile, qui aurait fait que les gens ah bon, moi je peux me réincarner en personne d'une autre couleur, etc., ça aurait pu les choquer encore à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont préféré s'abstenir de parler de réincarnation là-bas dans un premier temps. D'accord? Bon, alors voilà, je vous livre les éléments tels qu'ils sont, mais ça vous montre que dans cette méthodologie, voilà, tout ne vient pas tout prêt sur un plateau, hein, que nous, les êtres humains, on a toujours notre rôle à jouer pour organiser ces choses-là et aussi, surtout, pour réfléchir et pour comprendre. Hein.
Alors, dans la Genèse, chapitre 1, alors c'est un monument, hein, ça c'est le chapitre 1, il est intitulé Caractère de la révélation spirit. Je l'ai déjà lu au moins 10 fois, chaque fois ou peut-être même 20, chaque fois que je le relis, j'y redécouvre encore des choses, hein. C'est vraiment un texte, comment dire, d'une profondeur qu'on a du mal à appréhender par une première lecture, voire même par une première étude, hein. C'est un véritable monument, hein. Et donc, dans ce chapitre, entre autres, il nous dit le spiritisme et la science se complètent l'un par l'autre, hein. La science, sans le spiritisme, se trouve dans l'impuissance d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la matière, et le spiritisme, sans la science, manquerait d'appui et de contrôle. Donc là, Kardec parle de science de l'époque, et on pourrait toujours encore utiliser, le mot science n'a pas changé aujourd'hui, en ce sens que il dit, sont incapables d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la matière, sous-entendu que la science n'étudie que les lois de la matière. La science, à l'époque, était matérialiste, et aujourd'hui, elle l'est toujours, hein. Même si il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire, mais ce paradigme matérialiste, en fait, c'est un dogme. Personne n'a jamais prouvé que rien n'existe en dehors de la matière, hein. Bien au contraire, tous les phénomènes dont Kardec parle ici, hein, les phénomènes spirites entre autres, ont tendance à prouver qu'il existe autre chose que juste la matière, hein. Et donc, autant les scientifiques dénoncent les dogmes religieux, hein, autant eux-mêmes, ils appliquent des dogmes, hein. Écoutez une conférence ou deux de Philippe Guillemont, hein, qui est un physicien de très haut niveau, hein, au niveau français, mais reconnu au niveau mondial. Il est très, très clair et très, très franc là-dessus, hein. Il dit que ce dogme matérialiste, ce paradigme matérialiste de la science, en fait, c'est une attitude dogmatique, hein. Voilà, on part de cette hypothèse et on raisonne là-dessus, hein. Donc, c'est ce qui caractérisait la science à l'époque de Kardec, et c'est ce qui, malheureusement, la caractérise encore aujourd'hui. Il y a peu de scientifiques comme Philippe Guillemont ou comme Mario Beauregard, le Canadien, qui sont des scientifiques de haut niveau, mais qui admettent le paradigme spiritualiste, hein. Un autre exemple de scientifique qui admettait le paradigme spiritualiste était Camille Flammarion à l'époque, hein, le fameux astronome qui a écrit des beaux livres. Là, tiens, moi j'en ai acheté un récemment sur Internet, là, un très beau livre. Vous voyez, c'est Astronomie populaire de Camille Flammarion. Et donc, lui, il était profondément convaincu de la réalité des phénomènes dits spirites, d'accord? Donc, il parlait de l'âme, de la réincarnation, etc. Donc, c'était un scientifique, mais qui ne s'était pas mis ses œillères matérialistes, d'accord? Donc, la science, à partir du moment où elle étudie que les lois de la matière, ben, elle va être incapable d'expliquer la médiumnité, hein. Quand vous avez des jeunes, des adolescents qui ont une médiumnité naturelle qui est incontrôlée, qui entendent des voix, et quand elles vont chez le psychiatre, qu'est-ce qui leur arrive, hein? En général, le psychiatre leur donne des médicaments pour les assommer un peu et puis traiter les effets, hein, faire de sorte que le fait d'être assommé, ils ne puissent plus entendre des voix, hein. Mais voire même les internes des fois, hein, parce que certains psychiatres, malheureusement, quand les jeunes qui disent j'entends des voix, ben, ils prennent pour de la schizophrénie et ils les internent dans des hôpitaux psychiatriques alors qu'ils sont tout simplement médiums, hein. Donc ça, c'est un des exemples qui montre que si on étudie que les lois de la matière, hein, en étudiant que les lois de la matière, ben, les psychiatres n'arrivent pas à remonter à la cause du fait que ces personnes entendent des voix, et cette cause, ben, c'est une cause, c'est la médiumnité, on ne peut l'aborder que dans le paradigme spiritualiste, d'accord? Donc, la science, encore aujourd'hui, sans le spiritisme, se trouve dans l'impuissance d'expliquer certains phénomènes, d'accord? Tous les phénomènes qui suivent les lois spirituelles
la science ne peut pas les expliquer avec les seules lois de la matière. Et d'un autre côté, le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il manquerait d'appui et de contrôle? Donc, l'appui et le contrôle, ben, c'est l'appui de la méthodologie scientifique. Hein. À l'époque, il y avait le fait d'être cartésien, il y avait la méthode positive, hein, qui avait été aussi établie par Auguste Comte dans le positivisme, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, il y a tout un domaine de la science qu'on appelle l'épistémologie, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la science, comment est-ce que la science procède, hein. Vous avez plusieurs auteurs, essentiellement au XXe siècle, hein, comme Imre Lakatos et Thomas Kuhn, hein, surtout, qui a fait la théorie des révolutions scientifiques, qui explique comment la science fonctionne, comment est-ce qu'elle évolue, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Einstein, de la mécanique quantique, etc. Donc, qui explique, voilà la méthode que les scientifiques doivent suivre pour faire leur travail de scientifique de façon le plus efficace possible. Hein. Donc, ça demande aussi une neutralité, c'est-à-dire faut pas avoir d'a priori pour ou contre quoi que ce soit. Il faut tout simplement humblement observer les phénomènes de la nature tels qu'ils se présentent et chercher à analyser quelles sont les causes, quelles sont les lois qui gouvernent ces phénomènes, en évitant au maximum d'avoir des a priori. Hein. Non, par exemple, un des a priori, c'est celui qu'on vient de citer, c'est le fait qu'il n'existe rien en dehors de la matière. Donc ça déjà, le fait de partir d'un dogme et d'une hypothèse comme ça, c'est anti-scientifique. Hein, c'est contraire à la méthode scientifique elle-même. Il y a un livre qui est très bien fait, malheureusement il est pour l'instant que en anglais et en portugais, c'est La science de la vie après la mort, écrit par Alexandre Moreira Almeida et Humberto Hubert Coelho, qui explique ça de façon très approfondie, donc en comparant avec tous les critères méthodologiques qui sont utilisés aujourd'hui pour la science, en montrant cette incohérence qui existe au sein même de la communauté scientifique. D'accord ? Il y a des phénomènes médiumniques, il y a des phénomènes qui suggèrent la réincarnation, il y a des phénomènes qui suggèrent qu'il se passe quelque chose en dehors de la matière. Hein. Eh ben, le scientifique, il ne doit pas rejeter a priori une hypothèse et chercher à l'expliquer comme ça l'arrange. Ça, c'est pas de la science. Hein. C'est rester le plus neutre possible, le plus ouvert possible, voilà, les différentes hypothèses, n'en rejeter aucune a priori et ne rejeter une hypothèse que si vraiment il est démontré hein, par A plus B de façon logique et rationnelle que cette hypothèse ne tient pas ou n'explique pas les phénomènes. D'accord ? Donc, vous voyez, Kardec, alors il était bien sûr après Auguste Comte, après Descartes, mais longtemps avant Lakatos et Kuhn, hein, et ben, il appliquait en fait déjà cette méthodologie scientifique. Et il y a un auteur brésilien qui est justement un professeur d'épistémologie à l'université de Campinas, hein, au Brésil, qui s'appelle Silvio Chibeni, dont j'ai traduit plusieurs articles. Hein, vous pourrez certainement les trouver sur l'Encyclopédie Spirit ou ailleurs. Et lui, il a fait une démonstration en disant voilà comment Kardec a procédé. Et la manière dont il a procédé, eh ben, il a appliqué des principes qui n'ont été établis que plusieurs décennies plus tard, hein, le siècle suivant, quoi. Hein. Et donc, il était vraiment, comment dire, un peu en avance hein, sur son temps. Il pressentait un peu toutes ces choses-là, il les appliquait de façon intuitive, entre guillemets, hein, avant même que ces choses-là ne soient conceptualisées dans le domaine de l'épistémologie. Voilà. Et donc, cette première phrase, Kardec le montre clairement. Quoi. Donc, il a dit, non, le spiritisme, il rejette pas la science. Oh, les scientifiques sont matérialistes, donc on ne va plus les écouter. Ce serait une erreur aussi d'avoir une réaction comme ça. Hein. Non, lui, il a vu les scientifiques, il dit, bah tiens, ils appliquent une méthodologie qui est rigoureuse, qui paraît solide, qui est sérieuse, et ben donc on va prendre cette méthodologie. Hein. Par contre, ils ont un dogme, un a priori matérialiste ou athée ou autre. Ça, il a tout de suite vu, ben, là, c'est anti-scientifique, donc ça, je ne le prends pas. Hein. Il a pris que le meilleur aspect de la science, hein, qui est la méthodologie.
Hein, c'est ce qu'il nous dit ici. Donc, que le spiritisme et la science ne sont pas opposés l'un à l'autre, mais au contraire qu'ils se complètent. D'accord ? La suite, toujours dans le même chapitre, hein, item 14. Comme moyen d'élaboration, le spiritisme procède exactement de la même manière que les sciences positives. Vous voyez, l'adjectif positive qui vient de cette méthode positive, du positivisme établi, donc les critères méthodologiques qui ont été établis par Auguste Comte, juste avant Kardec. Hein, Auguste Comte, je crois qu'il est mort en 1857 ou 1858. Hein, le livre des esprits était déjà publié, il ne l'avait pas lu. Hein. J'ai pu le... Il y avait une exposition au musée d'Auguste Comte hein, sur le spiritisme et les phénomènes de l'invisible. Hein. J'ai encore le petit catalogue qui est là, hein, Phantographie. Hein. C'était, si je me rappelle bien, en 2021, enfin sur début 2022. Et donc, c'était à la maison d'Auguste Comte à Paris. Il y avait le buste de Kardec juste en face du portrait d'Auguste Comte. Et le curateur de l'exposition m'avait dit, mais vous voyez, on les a mis l'un en face de l'autre alors que tous les opposent. Je lui ai dit, non, 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 pas du tout. Kardec, il a pris la méthode positive. Hein. Ce qu'il n'a pas pris, c'est le côté athée, hein, le côté matérialiste d'Auguste Comte, ça, il ne l'a pas pris. Par contre, la méthode, il l'a prise, il l'a appliquée. Hein, voilà. Il applique la méthode expérimentale, hein, c'est-à-dire qu'on observe des phénomènes, on les note. Hein, à l'époque, il n'y avait pas d'enregistre de films, ça n'existait pas encore. On prend note des différents phénomènes qui se produisent, et puis à partir de là, de cette observation méticuleuse des phénomènes, on essaye de trouver les causes qui les déterminent. Hein. Et tout ça sans établir aucune théorie préconçue, comme le dit Kardec. Je me dis, il ne faut pas avoir d'a priori. Si vous avez un a priori, ben vous biaisez déjà vos observations parce que vous allez chercher à observer de la manière dont ça vous arrange, de la manière dont ça flatte l'a priori que vous pouvez avoir. Voyez, donc, vous manquez de neutralité. Hein. Et donc, Kardec continue en disant, ainsi, il n'a posé comme hypothèse ni l'existence et l'intervention des esprits, ni le Père Esprit, ni la réincarnation, ni aucun des principes de la doctrine. Hein, au début, il observait vraiment les phénomènes tels qu'ils venaient, sans dire « Ah, bah, ce sont des esprits qui se communiquent ». Non, on va observer le phénomène et on verra après si ce sont vraiment des esprits ou pas. D'accord ? Il a conclu à l'existence des esprits lorsque cette existence est ressortie avec évidence de l'observation des faits. D'accord ? Donc, c'est l'observation des faits qui a amené à conclure à l'existence des esprits, et pas l'inverse. Ce n'est pas de dire je pense a priori que ce sont des esprits et je vais observer dans le sens pour confirmer mon a priori. D'accord ? Et il y a un autre caractère supplémentaire par rapport à ce que Kardec dit là, c'est que ils ont posé la question, mais qui vous êtes hein, pour vous communiquer comme ça? Et c'est le phénomène qui a répondu en disant on était incarné comme vous, on est mort, et puis maintenant on est des esprits. Donc c'est le phénomène lui-même qui est venu dire nous sommes des esprits. Ce n'était pas un a priori qu'avaient Kardec et les observateurs au départ. D'accord ? Donc, ça, c'est un autre point hein, donc, où on voit que Kardec, il a vraiment appliqué ces principes hein, de la méthode expérimentale, ces principes qui ont été conceptualisés plus tard dans l'épistémologie. Hein, ben, il les appliquait en 1855-56, hein, comme on l'a vu la semaine dernière, quand il a pour la première fois observé les phénomènes. D'accord ? Et une autre caractéristique, c'est que bon, quand on voit un phénomène, il y a toujours plusieurs explications possibles au départ. Hein, par exemple, un phénomène. Il y a un médium qui vient et qui vous dit quelque chose. Donc, hypothèse numéro 1, c'est un esprit qui vient se communiquer par lui. Hein. Mais on peut donner d'autres hypothèses. Hypothèse numéro 2, c'est il arrive à lire dans ma tête
et il arrive à lire mes pensées et il est en train de les dire. Hein. Donc, c'est la télépathie en quelque sorte. Hypothèse numéro 3, ça vient de lui-même, de son inconscient, de son subconscient. Voyez. Hypothèse numéro 4, ça peut venir d'une espèce d'égrégore de connaissance universelle qui est quelque part et que cette personne-là arrive à accéder. Voyez. Il y a plein d'hypothèses qu'on peut émettre pour expliquer les phénomènes. Hein. Mais après, en observant plusieurs phénomènes, ce qu'il dit, ça ne correspond pas du tout à ce que je pensais. Hein. Donc, ça élimine déjà ou ça affaiblit considérablement l'hypothèse de la télépathie. D'accord ? Ensuite, si le médium il parle comment dire, il donne des noms et puis il donne des preuves d'identité donc de cette individualité désincarnée. Je m'appelais, ça c'était mon nom, j'habitais à tel endroit, je suis mort à telle date, j'ai été enterré à tel endroit. Et donc on peut aller vérifier derrière, hein, et qu'on voit qu'effectivement tout ça c'est vrai. Voilà, donc ça ne peut pas être l'inconscient du médium puisque lui, il ne le savait pas. D'accord ? Donc là, il ne reste plus que, en l'occurrence, cette histoire de base de données universelle, spirituelle, quelque part, dans laquelle le médium arrive à accéder. Bon, alors là, c'est une hypothèse qui est quand même, comment dire, assez proche de celle de la communication spirituelle, puisque cette base de données, en fait, on peut, in fine, la considérer comme étant l'ensemble de la communauté des esprits qui sont désincarnés, qui sont encore là et qui peuvent de temps en temps venir. Donc, que le médium arrive à accéder à cette base de données ou qu'il y a un élément de cette base de données qui vienne vers lui, il n'y a pas une grande différence. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, dans ces cas-là, même la méthodologie scientifique conseille d'utiliser le principe de parcimonie, c'est-à-dire de ces deux hypothèses, quelle est la plus simple, hein, et donc d'essayer de retenir la plus simple jusqu'à ce qu'il y ait un autre phénomène qui nous pousse à aller plus loin et à chercher éventuellement une explication plus compliquée. Donc là, vous avez une idée de comment Kardec il a procédé, quels sont les raisonnements qu'il a fait au début quand il a vu ces tables bouger, donner des réponses, montrer un caractère totalement différent de celui du médium et des gens qui étaient autour de la table, apporter des enseignements quand il a parlé la première fois de réincarnation, Kardec dit non, bon, qu'il y ait des esprits, je veux bien, mais la réincarnation, là, ça va trop loin. Hein. Il a mis du temps à se convaincre, hein, il ne s'est pas convaincu tout de suite, donc c'était loin d'être un a priori chez lui, et il en était de même de plein d'autres gens qui étaient avec lui pendant toutes ces expériences. Et donc, c'est que à force d'arguments et de convictions et de compréhension d'analyse, hein, c'est suite à l'analyse en disant effectivement, ça fait sens, hein, ça permet d'expliquer plein de choses, hein, toutes les inégalités, etc. C'est les fameuses preuves de la réincarnation que vous connaissez déjà un petit peu. Donc, qui lui ont fait admettre effectivement cette hypothèse, c'est quand même encore la plus valable. D'accord ? Donc, c'est cette méthode rationnelle scientifique d'analyse hein, c'est un des premiers critères de ce qu'il a fait, de ce qu'il a appliqué. D'accord ? Après, on arrive tout doucement au deuxième critère, où il nous dit, dans l'introduction de l'Évangile selon le spiritisme, hein, c'est là où il parle de cette concordance universelle de l'enseignement des esprits. La seule garantie sérieuse de l'enseignement des esprits est dans la concordance qui existe entre les révélations faites spontanément par l'entremise d'un grand nombre de médiums étrangers les uns aux autres et dans diverses contrées. D'accord ? Donc là, il nous dit, si un esprit raconte quelque chose dans un groupe par l'intermédiaire d'un médium, ok, bon, c'est un élément. Mais si on n'a pas moyen de vérifier si ce qu'il dit c'est vrai, il faut le mettre en attente. Hein. Si maintenant, du coup, tiens, cet esprit est venu dire ça ici et au Japon, il y a un autre esprit par un autre médium dans un autre groupe qui est venu dire la même chose et il s'est passé la même chose en Australie, encore une fois la même chose aux États-Unis, là, c'est différent, vous voyez, puisque vous avez donc une concordance, hein, un recoupement entre
les révélations faites par plusieurs esprits et par plusieurs médiums à plusieurs endroits, de façon indépendante. Alors ça marchait bien à l'époque de Kardec, hein, parce que le japonais ou l'australien, quand il voulait envoyer une lettre en Europe, ben, la lettre, elle mettait 15 jours à arriver, hein, elle venait par bateau, ou même plus, hein, peut-être même un mois. On ne pouvait pas se communiquer aussi facilement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, hein, de dire, tiens, ben, les choses sont venues de façon indépendante, parce que l'information va tellement vite, les gens peuvent se causer instantanément d'un bout de la Terre à l'autre, en permanence, comme on est en train de le faire ici. On est en France, mais il pourrait très bien y avoir quelqu'un connecté du Japon, hein. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à appliquer aujourd'hui, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que la propre science, hein, la méthodologie scientifique, l'épistémologie, ont développé toute une série de protocoles, hein, qui permettent justement d'essayer quand même d'assurer cette concordance entre différentes observations, hein, et l'indépendance et la neutralité pour être sûr que personne n'a copié sur l'autre. Je vais vous donner un exemple. Moody, il a écrit un livre sur les EMI, hein, sur les expériences de mort imminente, dans les années 70, hein, La vie après la vie, le premier livre de Raymond Moody. Ce livre, il est très important. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il était médecin et il allait voir ses patients, hein, qu'il avait réussi à réanimer. Les patients disent, tiens, docteur, il s'est passé telle et telle chose au moment où j'étais dans la salle d'opération où j'ai eu l'arrêt cardiaque, quoi. Ah bon? Lui, Moody, il a pris des notes, quoi. Après, il a vu comme ça des dizaines d'autres patients et donc il s'est rendu compte qu'il y en a 1 sur 10 ou 2 sur 10 qui racontaient en fait des choses très très similaires. Et son bouquin, c'est ça. Hein, il a dit, voilà, regardez, j'ai 100 personnes qui m'ont raconté des trucs qui sont très proches l'une de l'autre alors qu'elles ne se connaissaient pas du tout. Et je vous expose ça dans mon bouquin. Hein, donc c'était La vie après la vie, donc le livre qui a vraiment marqué la renaissance, entre guillemets, de cette étude des expériences de mort imminente. Hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus suspect. Aujourd'hui, vous avez des milliers de gens qui racontent des témoignages, voilà ce qui s'est passé, etc. Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas authentiques, hein, certainement, il y a beaucoup, la plupart de ces phénomènes sont authentiques, mais qu'est-ce qui vous garantit que ce n'est pas quelqu'un qui a lu le livre de Moody et qui s'est dit, ah bah tiens, hop, ça a quelque part alimenté un peu son imagination et qui va vous raconter et inventer quelque chose sur la base de ce qu'il a lu dans le livre de Moody. Vous voyez? Donc, il vous raconte quelque chose qui, pour lui, est, voilà, hein, qui peut, même à la limite, même sans chercher à tromper, mais on voit que scientifiquement, c'est biaisé. On n'a pas cette concordance indépendante, hein, de cette indépendance. Hein. Il a dit ça parce qu'il l'avait lu avant. Vous voyez? Donc, autant le livre de Moody était très très important, autant aujourd'hui vous pouvez passer vos journées à écouter des témoignages de EMI. Hein. Il y en a qui les collectionnent, il y en a des milliers sur certains sites YouTube et tout. Mais les gens racontent tous la même chose et même dans les expériences d'EMI proprement dites, hein, les gens disent j'ai vu Dieu. Est-ce qu'ils ont vraiment vu Dieu? Bon, ou est-ce qu'ils ont vu j'ai vu un être de lumière. Pour moi, c'était Jésus. Hein. C'est comme Jeanne d'Arc, hein, quand elle entendait ses voix et qu'elle voyait ses protecteurs, elle disait, c'est sainte, tiens, du coup, les noms des saints m'échappent un peu, c'est saint un tel ou sainte une telle. Hein. Elle les personnifiait, mais c'était, hein, c'est l'expérienceur de EMI qui dit qu'il voit Dieu, il a peut-être vu un bon esprit qu'il a pris pour Dieu. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là qu'il faut filtrer, il faut en tenir compte, quoi. Et c'est là où, donc après Moody, vous avez des gens comme Pim van Lommel, hein, qui est aussi un de ses livres qui a été traduit en français sur les EMI. Donc lui, il a dit, on ne peut pas vérifier ce que les gens disent. Si les gens, ils inventent, vous ne pouvez pas dire il a inventé ou pas. Vous ne pouvez pas vérifier. Alors, des fois, on peut, hein, mais c'est rare. Par exemple, quand la personne dit j'étais dans la salle d'opération et j'ai vu telle chose qui se passait ailleurs et qu'on a pu vérifier qu'effectivement, il y avait cette chose-là qui s'était passée ailleurs. Hein. Ou, par exemple, une personne dont on avait perdu le dentier, hein, c'est un des cas, je pense, que Pim van Lommel rapporte,
Et donc, personne ne savait où était son dentier. Et quand il était dans sa chambre, dans son lit, il a vu une infirmière arriver. Elle a dit, ah bah tiens, je me rappelle de vous, c'est vous qui avez pris mon dentier, vous l'avez mis dans une armoire dans tel tiroir. Et donc, ils sont allés voir, dans tel tiroir, ils ont effectivement trouvé son dentier. Donc, vous voyez, là, il y a quelquefois, il y a des éléments comme ça qu'on peut vérifier dans ce que les expérienceurs de EMI disent. Mais dans la plupart des cas, on ne peut pas vérifier. Hein. Donc, quel est le critère que Pim van Lommel a utilisé devant tous ces témoignages qui sont ce qu'on appelle subjectifs? Ce sera forcément imprégné et influencé par la personne qui vous les raconte. Subjectif, c'est l'inverse de objectif. Objectif, ça veut dire que c'est neutre. Il n'y a aucune influence qui est venue fausser ou interpréter de façon différente les phénomènes. Donc, ce que racontent les expérienceurs d'EMI, donc c'est typiquement objectif. Ben, lui, il a dit, on va faire la différence autrement. Voilà le profil psychologique de la personne avant son EMI, voilà son profil psychologique après, et donc il montre qu'après l'expérience de EMI, les gens, ils ont complètement changé. Ils étaient, je ne sais pas moi, ils avaient des habitudes ou des croyances ou des choses comme ça, et après l'expérience, ces habitudes et ces croyances ont radicalement changé. Et ça, c'est quelque chose, alors, on appelle ça la psychométrie. Alors, ce n'est pas la psychométrie dans le sens spirit, c'est le médium qui arrive à toucher, qu'en touchant un objet qui a appartenu à quelqu'un, se mettre en lien et pouvoir dire des choses sur la personne à qui l'objet a appartenu. Ça, c'est la psychométrie dans le sens spirit. La psychométrie dans le sens psychologique aujourd'hui, c'est les critères qu'on utilise justement en psychologie pour mesurer les changements qui se produisent au niveau psychologique chez une personne. D'accord? Donc, voilà, la science, elle a aussi cette méthodologie qui permet de, même et la médiumnité, en fait, c'est pareil, ça c'est la grande caractéristique des phénomènes spirites et même médiumniques et des EMI, c'est que ce que le médium vous raconte, ce qu'il dit, c'est pareil, c'est quelque chose qui est subjectif, c'est le médium qui le dit, quoi. Et donc, pour ceux qui étaient au cours de médiumnité jeudi dernier, on en a un peu parlé de ça, quand on parle de l'animisme et du spiritisme et de la médiumnité. L'animisme, c'est ce qui vient de l'âme du médium lui-même. Et on sait qu'il y a toujours de l'animisme. Un bon médium, il aura peut-être 80% qui vient de l'esprit et 20% qui vient de lui. Et les médiums débutants, typiquement, c'est l'inverse, quoi. Ils ont 20% qui viennent d'un esprit et 80% qui viennent du médium. Donc, mais on sait que c'est jamais 100% d'un esprit et 0% du médium. Donc, l'animisme va toujours avec la médiumnité. Et comment est-ce qu'on arrive à faire la différence? Vous voyez, on est encore une fois dans le même genre de sujet que là. Et ce qui compte, donc, quelque part, c'est le résultat. Est-ce que, par exemple, quand on a fait l'orientation d'un esprit obsesseur, est-ce que l'obsédé va mieux ou pas? Bon, ben voilà, ça c'est un des critères objectifs. Le jeune homme qu'on a aidé un jour, à qui les psychiatres avaient prédit qu'il allait rester au moins 2 ans, enfin que son séjour dans l'hôpital psychiatrique allait être long. Et après la désobsession qu'on a pu faire, il est sorti au bout de quelques semaines à peine. Bon, là c'est un critère objectif. Ça peut être très bien sa réaction positive par rapport aux médicaments qu'il a reçus. C'est possible. Mais d'un autre côté, c'est possible aussi que le travail de désobsession qu'on a pu faire pour éloigner les esprits qui l'embêtaient a été efficace aussi et a contribué à son amélioration inespérée de la part du corps médical. Voyez, ce qui compte, c'est le résultat. On ne cherche pas à se vanglorier de quoi que ce soit. Le spirit est là pour faire la charité. À partir du moment où la personne va mieux, l'objectif est atteint. Mais bon, après, quand on peut, effectivement, quand il y a des éléments pour qu'on puisse essayer de chercher à comprendre, d'essayer de s'améliorer, de pouvoir faire mieux la prochaine fois, etc., évidemment, il ne faut pas perdre l'occasion de faire ces observations et d'aller rechercher cette concordance universelle de l'enseignement des esprits. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a eu
Il y a eu plusieurs projets, hein, dont un il y a quelques années qui était vraiment comment dire, mis en place, de dire, bon, bah tiens, on va faire un truc, on va définir un certain nombre de questions, on va les donner à plusieurs médiums dans certains groupes spirites pour qu'ils posent la question aux esprits, on va voir ce qu'ils répondent, et puis on va mettre les réponses ensemble, hein, pour voir. C'était un projet qui avait été lancé il y a quelques années de ça. Je me souviens au début, quand j'avais entendu parler, j'ai dit attention, mais bon, voilà, ils sont partis billes en tête, ils ont fait comme ils ont pensé. Et C'est puis pas le bon, projet Concordance, des c'est ça? résultats ont été publiés. Pardon? Je dis, c'est pas le projet Concordance? Non, Non, c'est pas enfin, moi je Concordance. pense que c'était convergence. Ou Convergence, peut-être bien. Convergence. Ouais, ben c'est ça. C'est ça, oui. Oui, Et c'est puis ça, oui. quand tu vas voir le résultat, et ben quand tu lis le résultat, ben, tu te rends compte que déjà, ben, les médiums à qui on posait les questions se connaissaient, donc ils pouvaient très bien se causer au téléphone, tu vois. Et ensuite, quand on regarde le résultat, les réponses qu'ont donné les esprits, tel que c'est consigné dans le rapport, eh ben c'est voilà, pour moi, il n'y a pas grand-chose à en tirer, hein. Et on se rend même d'ailleurs compte qu'il y a beaucoup d'animisme dans les réponses qui sont soi-disant données par les esprits, hein. Donc voilà, alors qu'aujourd'hui, bon, il y a d'autres projets, donc certains qui sont beaucoup plus sérieux, donc qui appliquent justement des méthodes scientifiques que la science a développées, comme les méthodes en double aveugle ou en triple aveugle, hein, où donc vous avez toute une série de choses qui sont mises en place pour que, comment dire, celui qui pose les questions ne sait pas vers où sa question va, c'est-à-dire qu'elle est distribuée de façon aléatoire. Et ensuite, celui qui reçoit une question, il ne sait pas ce que les autres ont reçu comme question. Vous voyez, donc il y a des méthodologies comme ça qui sont appliquées, qui sont appliquées dans la science sur d'autres sujets et qui doivent s'appliquer aussi dans ce genre d'études. Et donc, c'est très rigoureux parce qu'encore une fois, je vous dis, ils peuvent très bien se téléphoner les uns les autres, hein. Et donc, parfois, les méthodologies en double aveugle impliquent que, ben non, le médium, il faut qu'il soit là dans cette pièce. Il ne faut pas qu'il puisse contacter, sans téléphone, sans rien, il ne faut pas qu'il puisse contacter les autres personnes, hein. Parce que sinon, vous cassez le protocole. Et quand vous cassez le protocole, les résultats tombent. Voyez, donc, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Il y a même des logiciels qui sont utilisés pour assurer ce genre de protocole, hein, pour les mettre en œuvre. Et donc, ben ça, c'est lié au progrès qu'il y a eu, hein, donc, de la communication qui est très, très facile aujourd'hui. Pour maintenir, comment dire, ces protocoles en double aveugle, c'est pas toujours simple. Et donc, mais c'est toujours possible. Vincent? Juste une petite remarque par rapport à ce qu'on dit ce matin. Je pense que la médiumnité devait préexister à Kardec, quoi. La médiumnité existait avant. Dans les Oui. campagnes, il y avait des coupeurs de feu, il y avait des gens qui soignaient de façon spirituelle. Mais bon, il y a eu toutes sortes de choses, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est comme une science matérialiste qui a permis l'émergence d'une spiritualité non matérialiste. Alors, une science matérialiste? Ben oui, le 19e siècle, c'est l'apparition de la vapeur, des trains. C'est une science qui se développe de façon matérialiste, quoi. On développe des moyens techniques, on Oui. développe des méthodologies techniques pour et découle de ces méthodologies techniques une science spiritualiste qui est le spiritisme. Au niveau de la méthodologie, tu as raison, puisque la méthodologie qui est appliquée, c'est la même. D'accord? Ce qui change, c'est l'hypothèse de départ, hein. Et donc, ce que revendique le spiritisme, la philosophie spirit, c'est de dire, c'est le fait de ne pas rejeter a priori, ce que fait la science matérialiste,
le fait que la matière, l'énergie, etc., existe sous d'autres formes que celles qu'on connaît. D'accord? Et donc ça, c'est un changement au niveau du paradigme du modèle. Hein, ne pas avoir cet a priori de dire rien n'existe en dehors de la matière. Hein, ou le chirurgien qui dit j'ai déjà disséqué des centaines de corps, j'ai jamais trouvé l'âme, donc l'âme n'existe pas. D'accord? Donc c'est l'art qui dissèque et qui voit pas l'âme, on peut l'admettre, mais c'est sa conclusion qui est fausse. Donc là, j'ai pas vu, donc ça n'existe pas. Hein, c'est faux, ça. Hein, puisque typiquement, aujourd'hui, on sait que dans les conditions normales, on n'arrive pas à le percevoir par nos 5 sens physiques. Hein, les 5 sens physiques n'arrivent à percevoir que du physique. Pour percevoir du spirituel, il faut le 6e sens, il faut sortir de ces 5 sens, d'accord, la plupart du temps. Et donc, c'est la conclusion du scientifique qui est fausse. Tu vois, le spiritisme dit non. Il y a une convergence. Alors, c'est là, il n'y a pas de preuve absolue. Preuve absolue, ça n'existe que dans les mathématiques, on est d'accord? Que dans la théorie. Dans tout ce qui est physique et surtout sciences humaines, les preuves absolues, ça n'existe pas. Hein, il y a toujours des preuves relatives ou ce qu'on appelle une convergence de preuves. C'est-à-dire que ce qu'a fait Stevenson, par exemple, c'est une convergence de preuves. Il a dit qu'il se rappelait être ta. Je suis allé voir, effectivement, il existe. Ensuite, il dit, j'ai des marques de naissance. Et puis, quand il va voir, effectivement, il a eu des blessures aux endroits où il a des marques de naissance, etc. Donc, vous voyez, c'est une preuve, une autre, plusieurs éléments d'observation qui tendent à prouver de façon convergente, il y a une convergence de preuves en faveur de l'hypothèse de la réincarnation. D'accord? Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, sur une convergence de preuves. C'est pour ça que le spiritisme dit, il y a une convergence de preuves qui dit que on a une âme, qu'il existe un monde spirituel, que la matière et l'énergie existent sous d'autres formes que les formes matérielles, et qu'il y a une interaction entre les deux. Voilà. Donc, le spiritisme revendique le droit, qui est un droit tout à fait naturel et je dirais tout à fait en accord avec la méthodologie scientifique, de réfléchir sur cette hypothèse-là, hein, et de ne pas se mettre des œillères, de ne pas se limiter par un a priori, comme le font de façon erronée et contradictoire à la méthodologie scientifique la plupart des scientifiques d'aujourd'hui. C'est la seule différence, tu vois. Donc, il applique la méthodologie. Hein. Alors, après, quand tu dis la médiumnité a toujours existé, ben oui, Jeanne d'Arc, Jésus, Moïse. Donc, c'est ça que Kardec, il ne s'est pas privé de le faire, jamais. Hein. Il a dit, bon, nous, on n'a rien inventé. Hein. Là, on a observé, parce qu'il y a plein de tables qui tournaient à Paris. Mais quand on regarde dans l'histoire, ces phénomènes-là, ils ont toujours existé. Et heureusement, puisque ce sont des phénomènes naturels, donc, ils ont toujours existé, ils ont existé depuis que la nature existe. Il ne s'est pas privé d'utiliser cet argument-là aussi, qui va dans le sens de ce qu'on observe aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Et ça va dans le sens de renforcer cette observation qu'on a aujourd'hui. Contrairement à ceux qui, ça y est, j'ai découvert un truc. Hein. Les gens, par exemple, les Merois Givaudan, la première fois que j'ai lu un livre, on a découvert qu'on peut faire des sorties de corps. Ah, ça n'a rien à voir avec le spiritisme, rien à voir. Hein. Donc, c'est là où on voit les mecs, ils se placent en, voilà, moi j'ai inventé quelque chose, ils cherchent à se faire mousser, à se mettre en avant, totalement hors de connaissance de cause, ils critiquent quelque chose qui dit la même chose que lui alors qu'il ne le connaît même pas. Donc, moi, quand je lis un truc comme ça, j'arrête à la 3e page, je ne vais pas plus loin. La différence, c'est qu'eux font de l'argent avec ça. En plus, ouais, et il manque de désintéressement. Hein. Voilà. Alors que Kardec, lui, s'est pas fait d'argent avec le spiritisme. Au contraire, il en a mis, hein, comme on l'a vu la semaine dernière. C'est un critère qui est quand même fondamental. Voilà. Il y a de l'argent. Voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi, donc, une autre différence. Quand on parlait des anglo-saxons avec la réincarnation, les deux grandes différences qu'il y a entre les spirites et les spiritualistes modernes, c'est la réincarnation, hein, et le fait que les spiritualistes modernes, eux, ils disent non, qu'un médium se fasse payer, c'est tout à fait normal, alors que les spirites, ils disent non, il vaut quand même mieux la gratuité et le désintéressement, hein, comme l'ont fait les Chicots et de nombreux autres. Moi, je reviens, Charles, à ce que tu as dit tout à l'heure. On peut le dire
aux personnes intéressées qui sont ici. On a fait une expérience il y a 15 jours, je crois, avec Guilhem. Et Oui. Guilhem a posé une question à 3 médiums de chaque pays. 2 médiums. 2 médiums, Ouais. 2 médiums de pays différents. Et la réponse a été positive à ce qu'il voulait savoir, Guilhem. Alors, les 2 médiums se connaissaient, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que y a un autre médium, je ne le citerai pas, sauf s'il se cite lui-même, qui a donné une réponse alors qu'à lui, on ne lui a pas posé la question. Vous voyez? Donc, ce sont des petits détails comme ça, hein, qu'un médium donne une réponse à une question qui ne lui a pas été posée, mais qui a été posée à d'autres. Ça prouve bien que l'information, elle est passée quelque part, hein, par le monde spirituel, ou alors, l'autre hypothèse, c'est toujours pareil, que ce médium-là, il a pu lire dans la tête du gars qui a posé les questions qu'il avait posées. Vous voyez? Donc, il y a ces 2 hypothèses qui sont encore là, mais nous, on pense que l'hypothèse la plus probable, c'est quand même encore que les esprits ont dit, tiens, ben voilà, il a posé la question à ces 2-là, on va donner la réponse par un 3e, hein, histoire d'enfoncer un peu plus le clou, hein, et de dire, allez-y, continuez, regardez. Mais bon, c'est toujours pareil, il faut essayer de maintenir le plus de neutralité, d'objectivité. Ces méthodes en double aveugle sont quand même assez fondamentales parce que dès qu'on y déroge, hein, ah ben non, ben il savait, ou ah ben non, il avait lu, ou qui c'est qui te dit qu'il n'a pas vu la question, que l'autre ne lui a pas envoyé par erreur, etc., etc. Donc les gens vont toujours discuter, quoi, hein, et c'est légitime, quoi. C'est pour ça qu'il faut être rigoureux dans le protocole, quoi. C'est toute la complexité des expériences spirites, hein, parce que c'est des médiums ou des expérienceurs qui disent des choses de façon subjective, et il faut essayer d'en tirer quelque chose d'objectif derrière, hein. Mais bon, ce sont des situations qui existent, hein, dans la science, notamment la psychologie, la psychiatrie, ou par exemple l'étude du comportement des animaux. Ce que le scientifique aime bien, c'est de dire, bon, voilà, je prends de l'hydrogène, de l'oxygène, je les mélange, paf, j'obtiens de l'eau, hein. Voilà, tu peux le recommencer 10 fois, on peut le faire dans les cours de sciences en 5e ou en 4e, hein, le tube en verre, pouf, la petite flamme, ça, je me souviens encore du bruit de l'explosion que ça fait. Et puis de voir qu'après, au fond du tube où il n'y avait rien, ben, il y a de l'eau, hein. Donc, ça, c'est ça que les scientifiques aiment, les expériences qu'on peut reproduire à volonté quand on veut, où on veut, quoi. Mais ce n'est pas toujours possible, hein. Et dans par exemple, l'observation du comportement des animaux sauvages, ben, le scientifique, il est obligé de se planquer, de ne pas se faire voir et d'observer. Parce que dès que l'animal le voit, ça va influencer et son comportement va changer par le fait qu'il a vu que l'expérienceur était là. D'accord? Un autre exemple, c'est l'astronomie, hein. L'explosion d'une supernova, on ne peut pas la répéter en labo, hein. Faut bien attendre qu'elle se passe, qu'elle arrive quelque part, l'observer, hein. On ne peut même pas la prévoir à l'avance. Et après, donc, étudier ce qu'on a observé. Hein, on peut pas, c'est pas des expériences qu'on peut répéter à volonté. Et ben, pour le spiritisme, on est un petit peu dans cette même problématique-là, mais que la science arrive déjà à surmonter. D'accord? Et cette concordance universelle de l'enseignement des esprits, voilà, c'est ce que j'ai vu un peu dans le projet Convergence, on voyait très bien que ça allait pas, quoi, hein, parce que il y a des personnes écrivaient en disant oui, mais attends, cette personne, je la connais, ça fait 15 ans que je la connais, elle a toujours dit ça, hein. Et là, d'un coup, c'est un esprit qui lui a dit ça. Donc, si la personne, elle avait déjà elle-même cette opinion-là, déjà d'entrée, c'est biaisé, hein. Et surtout sur des questions du genre, faut prendre des médicaments, faut pas les prendre, ce genre de truc. Alors là, j'ai tout de suite vu que c'était, voilà, il manquait de la rigueur dans le protocole, quoi. Ça n'avait pas de sens. Stéphane? Ce qui me paraît moins évident à faire, c'est de penser à ce qui se passe côté spirituel, en fait. On pourrait très Oui. bien imaginer que il y ait des groupes d'esprits qui diffusent les mêmes messages au même moment ou à différents endroits sur Terre
Et là, c'est plutôt le fond du message et le croisement avec d'autres messages ou la logique du message qui doit être un critère de vérification supplémentaire, parce qu'on pourrait très bien imaginer, sans aller jusqu'à la mystification, mais on va dire à des groupes d'esprit qui trusteraient un petit peu des groupes, différents groupes, enfin je sais pas, ou qui Oui. donneraient leur réponse, s'amuseraient avec, enfin c'est de la théorie ce que je dis là, mais ça pourrait être entre guillemets une objection. Je sais pas si tu vois si Oui, mais non, mais tu as raison, et je ce suis que je tout dis. à fait d'accord avec toi, de dire que c'est les mêmes esprits qui veulent raconter des carabistouilles, qui vont les raconter les mêmes carabistouilles à plusieurs endroits différents. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, hein, et c'est effectivement aussi un risque duquel il faut se prémunir. Hein. Et le meilleur risque dans ce genre de choses, c'est d'analyser la carabistouille et puis de se rendre compte que, attends, ça n'a pas de sens. Et donc là, c'est là où on voit la machination, hein, jusqu'où ça peut aller. Hein. Quand il raconte quelque chose qui n'a pas de sens, qui est illogique, hein, même si c'est raconté à 10 endroits différents, ça restera toujours encore illogique. Tu vois. Donc le critère de passer au crible du bon sens et de la raison, celui-là, il vient toujours en plus, hein, pour se prévenir contre ça. Vincent? Il y a un biais cognitif qui est chez tout le monde, c'est-à-dire qu'on vient vérifier ce qu'on croit être la vérité. Ouais. Tout ce qu'on ne croit pas être la vérité est rejeté. Donc on avance très doucement. C'est ça, ouais. Et l'épistémologie dit justement, il faut que le scientifique il fasse tout pour éviter ces biais cognitifs, hein, parce que forcément, ça n'ira pas dans le sens d'aider la science à avancer. Hein. Et donc, le paradigme matérialiste, c'est le biais cognitif, le boulet que la science trimballe aujourd'hui. Parce que le jour où les scientifiques de cette matière grise se mettront à réfléchir sur l'hypothèse spiritualiste, à mon avis, la science, elle va faire un saut quantique, hein, c'est clair. Pas forcément dans le sens des applications technologiques pour gagner beaucoup d'argent, hein, mais certainement dans le sens pour aider énormément de personnes à surmonter des difficultés ou des problèmes. Hein. Vous voyez? Alors, on va continuer, toujours dans l'introduction de la jeunesse cette fois. C'est cette collectivité concordante de l'opinion des esprits passée en outre au critérium de la logique qui fait la force de la doctrine spirit et en assure la perpétuité. Donc, ça résume exactement ce qu'on vient de dire. Hein. La concordante de l'opinion et ça passe au crible du bon sens et de la raison, de la logique. Hein. Pour qu'elle changeât, il faudrait que l'universalité des esprits changeât d'opinion et qu'ils vinssent un jour dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Alors, ce n'est pas forcément impossible, hein, qu'ils viennent dire le contraire. Alors, ils ne vont pas dire le contraire. Hein. Ils s'abstiennent de parler de réincarnation chez les Américains, mais ils peuvent très bien après venir en parler. Hein. Alors, il y a peut-être des esprits qui sont venus leur dire non, non, la réincarnation n'existe pas. Dans ce cas-là, l'esprit est obligé de revenir. Désolé, je vous ai raconté une carabistouille, la réincarnation existe. Hein. Ce n'est pas impossible, hein, ça pourrait très bien se produire. Hein. Mais quand on parle de l'universalité des esprits, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Et la preuve, c'est qu'il y en a qui ont dit en France que la réincarnation existe, alors que d'autres n'en ont pas parlé ou ont même suggéré qu'elle n'existe pas. D'accord? Donc, c'est là encore, qu'est-ce qui est le plus logique? Qu'est-ce qui permet le plus d'expliquer les choses? Hein, notamment, voilà, c'est les arguments en faveur de la réincarnation. D'accord? Et donc, c'est ça que Kardec a utilisé comme méthodologie pour écrire ces 5 bouquins, quoi, hein, les 5 livres, la codification spirit. Alors, moi, je dois vous dire que, entre-temps, alors on parlait tout à l'heure d'esprits qui viennent raconter la même chose. Ce qu'on appelle le paradigme spirit, hein, donc avec ces points fondamentaux qu'on a vus au guide d'études numéro 3, là, hein, points principaux de la philosophie spirit, Dieu, l'existence de l'âme, son évolution par la réincarnation, la communicabilité avec les humains, voilà, donc ces points principaux, c'est ce qui constitue le paradigme spirit, hein.
Aucun de ces points n'a changé jusqu'à aujourd'hui. On est bien d'accord. Personne n'a dit que les esprits n'arrivent pas à se communiquer ou que l'âme n'existe pas ou qu'elle ne se réincarne pas. Personne n'a réussi à prouver qu'un de ces 5 principes fondamentaux est faux. D'accord ? Par contre, ce qu'on a observé depuis Kardec, donc c'est en marge de cette grande stabilité de ces principes de base qui ont passé maintenant 160 ans sans subir aucun changement, sans même avoir aucune anomalie, aucun élément qui consisterait à dire il y a quand même quelque chose qui ne va pas, il faudrait quand même qu'on révise quelque chose dans ces points fondamentaux. Hein. Il y a eu énormément d'enseignements complémentaires. Donc, je prends Chico avec nos solars. Kardec, il n'a jamais dit il a parlé qu'il y avait sur Jupiter, il y avait des esprits qui y habitaient. Hein. Il avait même dit qu'ils n'étaient pas incarnés dans un corps comme nous, c'était des esprits plus évolués qui étaient incarnés dans un espèce de père-esprit un peu plus dense, un corps beaucoup plus fluidique que celui qu'on a. Ce qui a été prouvé par après, puisque Jupiter, c'est une planète gazeuse. Hein, donc, si maintenant on me posait sur la surface de Jupiter, pouf, ben, comme c'est de l'hydrogène, je serais immédiatement à 1000 ou enfin, voilà, plusieurs kilomètres sous la surface. Hein, donc, on ne peut pas. Il faudrait déjà être dans un espèce de bateau, et encore, il faut qu'il soit grand, puisque c'est de l'hydrogène. Donc, voilà, donc on ne pourrait pas vivre matériellement avec un corps physique comme on a nous sur Jupiter. Par contre, Kardec a dit, il y a des esprits qui vivent là-bas, enfin pas Kardec, hein, Palissy et puis d'autres esprits qu'il a cités, notamment dans la revue Spirit, et qui disent on habite là-bas, voilà les conditions dans lesquelles on habite. Hein. On se nourrit d'une énergie qui n'est pas celle du Soleil, hein, puisque le Soleil, je crois que c'est 3% ou 4%. Hein. Nous, on a 1000 watts par mètre carré, en gros, sur Terre. Ben, sur Jupiter, il faut diviser, il faut prendre 3%, on a 30 watts par mètre carré. Hein, donc, l'énergie qui vient du Soleil, à cause de la distance, elle est bien inférieure à celle de la Terre. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a besoin ici et que sur Jupiter, ils n'ont pas besoin. Mais ils se nourrissent d'une autre énergie, une énergie spirituelle ou une énergie pranique, ou je sais pas, on peut le dire un peu comme on veut, quoi. Hein. Et donc, Kardec a clairement dit que la pluralité des mondes habités dans des conditions différentes. Et Chico, qu'est-ce qu'il est venu dire en 1939 avec nos solars? Ah ben voilà, il y a des cités spirituelles, hein, même autour pas loin de la Terre, etc., qui sont même pas attachées sur la planète, mais qui sont quelque part, qui gravitent. Hein. Donc la première fois que j'ai lu nos solars, j'ai dit non, mais attends, ça c'est pour se rassurer. Ils se disent non, il y a des villages, on mange de la soupe. Voilà. Et puis, il y a un autre bouquin qui est venu par après qui s'appelle Violette à la fenêtre. Hein. Je crois qu'il n'a jamais été traduit en français. Ça va même beaucoup plus loin. On va même au WC dans ces endroits-là. Enfin bon, je prends ma douche. C'est vraiment, moi j'ai dit, bon, bah, c'est pour rassurer les gens qui se disent, ouais, comment ça va être dans l'autre? Ah, ben ça va être comme ici, oh, ça y est, je suis rassuré, je peux vivre tranquille. Vous voyez, je le voyais un peu comme ça, en disant que tout ça, c'était un peu de la fiction, quoi. Mais bon, après, en relisant ces conditions de Jupiter, oui. Charles, tu me rassures, il y a des plombiers, alors là-haut, c'est bon, je peux travailler. Alors. Voilà, c'est ça, j'aurais du boulot, etc., quoi. Je pourrais garder mes petites habitudes d'ici. Donc, moi, je ne suis pas du tout convaincu, encore aujourd'hui, que ce soit vraiment exactement comme Chico l'a décrit dans son livre, hein, enfin, comme André Louis. Pour moi, c'est clairement, et puis d'ailleurs, je vais y venir, donc on a eu nos solars, d'accord, qui dit il y a des cités spirituelles, et quand on regarde le laboratoire du monde invisible dans le livre des médiums, hein, où Kardec dit, mais l'esprit, il est là avec une tabatière, comment est-ce qu'il a fait cette tabatière? Ah ben c'est par sa pensée, oui, mais est-ce que cette tabatière, elle est réelle pour lui? Oui, oui, elle est réelle. Hein. Relisez le livre des médiums, vous verrez qu'il explique le principe de l'idéoplastie, même si elle n'existait pas. Donc après, on se dit, bon, bah, si l'esprit arrive à créer une tabatière, il arrive très bien à créer une cité spirituelle avec des murs, avec des maisons, avec les ministères, avec les aérobus et tous les machins qu'on lit dans nos solars. D'accord? Donc, c'est pas impossible. Hein. Mais bon, c'est Chico qui l'a dit par André Louis. Et après, quand on creuse un peu, on se dit, tiens, ben, en Angleterre, à la même époque, en 1939, alors qu'il n'y avait pas encore Internet à l'époque, il y a un autre médium qui s'appelle Harry Burbidge, qui a écrit un livre
la vie par-delà la vie, hein, Shadows Lifted from Death, qu'on a traduit et qu'on a publié récemment. Et qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il raconte un truc qui est tout à fait similaire à Chico. Et on sent que, donc il dit qu'il arrive dans une cité spirituelle avec des maisons qui sont plus ou moins sombres, une espèce d'équivalence du seuil, si vous voulez, hein, que Chico parle dans. Et puis après, un endroit où c'est mieux, où il y a des esprits avec différents niveaux, etc. Donc, en fait, ce médium anglais a raconté la même chose que Chico à la même époque et de façon indépendante. Vous voyez? Paf, critère de la concordance de l'enseignement universel des esprits. D'accord? Donc, c'est là, Chico, c'est bien, mais le fait qu'il y ait un deuxième qui a écrit la même chose ailleurs en même temps que lui, enfin, pas la même chose, mais des choses similaires, ça va dans le sens de dire, effectivement, il doit y avoir des cités spirituelles, comme le décrit Chico et comme le décrit Burbidge. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est le raisonnement qu'on peut faire. Maintenant, après, quand on compare Burbidge avec Chico, ben, c'est pas pareil. Hein, on voit très bien qu'il y en a un, c'est plutôt d'influence anglo-saxonne et l'autre, c'est plutôt d'influence lusitaine. Hein, hein. Et après, ben, en cherchant un peu plus, ben, on trouve aussi une médium suisse qui a aussi écrit des choses un peu pareilles. Et puis là, elle vous parle du seuil suisse, qui est quand même, il y a un peu moins de boue, il est quand même un peu mieux arrangé que le seuil brésilien, sans vouloir être péjoratif pour qui que ce soit. C'est là où on reconnaît, si vous voulez, les spécificités culturelles, le côté animique hein, du médium, voire même des esprits qui se communiquent, hein, l'influence culturelle des esprits qui se communiquent dans les différents récits. Mais ce qu'on peut en tirer, c'est que dans les grands principes, voilà, il existe effectivement un monde spirituel dans lequel il y a des maisons, il y a des forêts, il y a différents endroits où les esprits se retrouvent, où ils cherchent leur chemin, etc. Donc, et ça, c'est quelque chose dont Kardec ne parlait pas de façon aussi directe. Donc, vous voyez, par rapport au paradigme spirit, il y a eu des évolutions par tout un enseignement complémentaire. Hein. Donc, le meilleur exemple, c'est tous ces livres qu'a écrit Chico Xavier, notamment la série André Louis, hein, Nos Solars, mais après il y a aussi les messagers, missionnaires de la lumière, qui montrent les esprits, les missions des esprits quand ils viennent sur Terre pour nous aider, etc. Donc c'est toute une littérature complémentaire, voire même évolution dans les deux mondes, hein, pour ceux qui sont un peu plus dans le domaine médical, ou Chico et Valdo Vieira, qui avait écrit ça donc dans les années, début des années 60, parle notamment de l'épiphyse ou de la thyroïde, d'un certain nombre de choses qui n'ont été établies par la médecine que plusieurs décennies plus tard. Voyez? Et donc là, on se dit, bon, bah, tiens, il y a eu quand même une littérature complémentaire par rapport à Kardec qui a sa valeur. Mais il n'y a rien qui a remis en cause fondamentalement les principes fondamentaux qu'on a vus la semaine dernière, ou il y a 15 jours, et que Kardec avait établi. D'accord? Donc le paradigme spirit, c'est un paradigme qui est très très stable, hein, parce qu'en 160 ans, aucun des points fondamentaux n'a changé. Aujourd'hui, il commence à y avoir un certain nombre de théories qui secouent un petit peu le paradigme spirit. Je vais vous donner quelques exemples. Hein. C'est surtout la notion du temps. Hein. Alors, on savait déjà qu'il y avait le temps n'existe pas, ou il n'est pas du tout pareil dans le monde des esprits. D'accord? Alors, Régis Duteuil a travaillé sur le sujet en se disant, bon, ben, dans son livre L'univers superlumineux, de dire si j'admets qu'il existe de la matière qui n'est pas soumise aux limitations de la vitesse de la lumière, hein, donc c'est ce qu'il appelle la matière superlumineuse, on pourrait nous assimiler en disant que la matière spirituelle ou la semi-matière, par exemple celle du Père-Esprit, eh ben, il a fait tout un modèle théorique où il arrive à la conclusion que la notion du temps, elle est différente. Hein, il y a deux notions du temps, une qui ressemble à la nôtre et une autre qui est ce qu'il appelle le temps vécu. C'est une intégration donc du temps depuis moins l'infini jusqu'à l'instant présent, qui pourrait représenter le temps vécu, c'est-à-dire notre état d'évolution actuel, hein, état d'évolution, niveau d'évolution, qui est un des critères fondamentaux dans le monde des esprits. C'est ça qui établit la hiérarchie entre les esprits plus évolués par rapport aux esprits moins évolués. Vous voyez ? Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont venues. Mais aujourd'hui, vous avez des gens comme Philippe Guillemont, que je citais tout à l'heure, qui va un peu plus loin en disant
le futur peut influencer le présent. Vous voyez? Donc, il remet en cause la notion même de causalité, c'est-à-dire que la cause précède toujours l'effet. Lui, il dit non, il peut y avoir de la rétrocausalité, c'est-à-dire où la cause, elle est dans le futur par rapport à l'effet qui est dans le présent. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir creuser. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Qu'est-ce que ça implique comme conséquence, etc. Parce qu'il y a une autre petite anomalie qui est liée à ça. C'est quand vous prenez des livres comme Stevenson, hein, par exemple, ou d'autres livres comme Carl Eugène Müller, hein, qui ont été écrits à la fin des années 60 sur la réincarnation, ben, ils citent certains cas où l'esprit s'est réincarné avant de se désincarner. Vous voyez? Normalement, on se désincarne, on passe un temps en erraticité, on se réincarne. Hein. Mais là, non, l'esprit s'est réincarné avant de se désincarner. D'accord? Donc ça aussi, c'est une anomalie. Hein, ça contredit un petit peu ce principe de loi de cause à effet, de causalité, qui est quand même un des principes fondamentaux aussi dans la philosophie spirit. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Hein? Est-ce que c'est lié à ces notions du temps? Alors après, il y a même d'autres théories du genre d'univers parallèle. Mais bon, ces univers parallèles, c'est des pures spéculations. Hein. Personne n'a jamais réussi à prouver, voire même ceux qui admettent cette hypothèse-là reconnaissent tous qu'elle est absolument invérifiable. Est-ce que c'est vraiment invérifiable ou pas? Parce que après, vous avez des gens qui disent on peut avoir plusieurs vies en même temps. Hein, c'est-à-dire, moi, Charles, je vis ici maintenant, mais je peux très bien vivre en même temps ailleurs. Hein. Donc, bon, là, c'est des choses que moi, j'avoue que, bon, il faut y réfléchir. Hein, faut pas les prendre comme des vérités absolues, loin de là. Hein, ce sont des hypothèses. Mais dans cette attitude scientifique de rester neutre et sans a priori, il ne faut pas dire non, ça c'est faux. Non, il faut observer et puis ensuite essayer de voir exactement ce qu'il en est, essayer de comprendre un peu mieux les choses. Roger Pérez, il a dit que les mondes parallèles existaient. Par exemple, voilà, Roger, alors, qui a un monde des esprits en parallèle du monde incarné? Oui, mais que moi, je puisse en même temps, le même esprit de Charles, être incarné ici, être incarné dans un monde parallèle, bon, je veux bien, pendant le sommeil, je vais dans le monde des esprits, et puis là, en ce moment, je suis dans le monde incarné, ça, je veux bien, tu vois. Mais que je sois en même temps ici et en même temps ailleurs, bon, j'ai un petit peu plus de mal à l'admettre, tu vois. Hein? Je chercherai la conclusion de ce qu'il m'a mis Roger Pérez sur les mondes parallèles, puis je te le communiquerai après-midi. Voilà, ça marche. Ouais. Et que le futur influe sur le présent, je peux aussi l'admettre. Hein, par exemple, le 12 et le 13 mai, il va y avoir la rencontre à Végimont. Donc, c'est bien un événement dans le futur. Hein. J'ai, moi, l'objectif d'y aller. Hein. Donc, cet objectif que j'ai pour le futur, le fait qu'il va y avoir dans le futur un événement, va bien influencer mon présent parce que je vais me préparer à y aller. Je ne sais pas encore comment j'y vais, si j'irai par Strasbourg ou par Épinal, ou si j'irai en train, ou avec, je ne sais pas encore avec qui j'irai, mais je sais que j'irai. Voyez, le fait, donc c'est bien l'influence d'un objectif que j'ai dans le futur qui est sur le présent. Alors c'est une hypothèse explicative qui est très très simplificatrice. Hein. Ça n'explique pas ce qu'avance Philippe Guillemont, qui va beaucoup plus loin hein, dans son principe de rétrocausalité. Il l'analyse notamment en faisant le parallèle avec la mécanique quantique. Hein. Hein, vous savez, l'histoire de l'électron, là, un électron, donc c'est un petit grain, hein, qui passe par deux fentes de Young en même temps. Hein. Et puis dès qu'on essaie, ah bah tiens, il passe par les deux en même temps, mais comme il n'y en a qu'un seul, je voudrais bien voir dans quelle fente il passe. Et dès qu'on observe, ah bah hop, l'électron il revient dans le rang, il passe que par une seule fente. Mais derrière, les raies d'interférence aussi, des fentes de Young. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est aussi des expériences qu'on avait fait en optique lycée. L'interférence disparaît dès qu'on observe. Vous voyez, c'est tous les paradoxes de la mécanique quantique dont on est parfaitement conscient aujourd'hui en termes scientifiques, mais qu'on est encore... Alors, on l'interprète en disant c'est l'influence de l'observateur sur le phénomène. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne explication? Je suis loin d'en être persuadé. L'explication elle va peut-être beaucoup plus loin que ça. Donc,
il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on utilise, puisque la mécanique quantique, sans mécanique quantique, il n'y aurait pas de semi-conducteurs. Sans semi-conducteurs, il n'y aurait pas d'ordinateur, il n'y aurait pas d'Internet, il n'y aurait rien. On les utilise là devant nous. Donc, il y a des applications technologiques qui existent, mais on comprend toujours vraiment, on comprend pas vraiment comment ça fonctionne. Oui, mais on influence bien notre vie future par ce que l'on fait dans notre vie présente. Donc, Oui. il y a bien une réaction. Alors La ça, vie future peut aussi… tu vois ce que je veux dire? ben oui, mais ça, là, Joël, ce que tu dis, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça va influencer le futur. Donc, la Oui. cause précède l'effet. D'accord? Ce que dit Guillemot, c'est il peut y avoir une cause dans le futur qui influence le présent. Tu vois? Il est fort possible. Et donc, moi, je ne rejette pas cette idée. Je dis, il faut réfléchir. Il ne faut pas dire, non, c'est n'importe quoi, Kardec a écrit que. Donc, non, Kardec, il a écrit que le spiritisme est évolutif. Si la science démontre qu'il est faux sur un point, il va s'adapter sur ce point. Mais il faut que ce soit démontré. Il ne faut pas que ce soit juste un a priori ou une opinion personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette porte, elle est ouverte. Kardec l'a laissée ouverte. C'est pour ça que le fait de dire qu'un esprit peut se réincarner avant de s'être désincarné, je ne rejette pas a priori. Je dis, faut réfléchir, il faut voir ce qui se passe, faut analyser, mais rejeter a priori, non, ce n'est pas une bonne attitude. Et ça il faudrait vraiment qu'on l'applique un peu partout, déjà dans le spiritisme, surtout là, si on cherche à creuser un peu plus certains sujets, ça fait vraiment partie des questions qu'il faut qu'on repose aux esprits. Qu'est-ce qu'il en est vraiment de tous ces trucs-là? Ouais, c'est vrai. Et voir s'ils peuvent nous aider pour nous mettre sur la piste. D'accord? Ouh, il est déjà 9h18, on a un petit peu dépassé. Alors, il y a pas mal de messages sur la conversation. Donc, Jackie qui nous dit bonjour. Oui, bonjour Jackie. Stéphane, sur la puissance créatrice de l'esprit après la mort, la création des mondes semi-matériels avec des cités dans l'au-delà. Voir le film très didactique, Au-delà de nos rêves, avec Robbie Williams. Ouais, voilà, c'est un des exemples. C'est l'idéoplastie qui est aujourd'hui. Le mot n'existait pas, mais le principe existait. Se réincarner avant de se désincarner, il est possible de se matérialiser dans un autre endroit. Alors ça, c'est une question que nous pose Carla. Alors, se réincarner avant de se désincarner, ça pose quand même, parce que bon, c'est la personne qui est réincarnée qui dit, voilà, je me rappelle avoir été un tel. Et il donne plein de détails en disant, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'avais tel truc, je suis mort comme ça et tout. Mais quand on regarde le un tel, quand on va voir, ah ben attends, il est mort en 2015, alors que lui, il est né en 2014. C'est ça le problème qu'il faut chercher à expliquer. Comment est-ce que l'esprit pouvait encore animer un corps la dernière année de sa vie, et comment est-ce qu'il pouvait déjà animer le corps d'un nouveau-né pendant un an, le même esprit. C'est ça la question qu'il faut essayer de comprendre. Je ne pense pas que c'était parce que c'était bien des esprits incarnés, ce n'était pas des esprits matérialisés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et là, je vous dis un an, mais bon, il y a des cas où c'est plus que ça, c'est 7-8 ans. Parce que après, on se dit oui, mais effectivement, dans le bébé, comme il fait que sourire, pleurer quand il a faim ou quand il est sale et tout ça, il n'y a pas besoin forcément que l'esprit soit vraiment dedans et qu'on peut très bien dire l'esprit peut peut-être se diviser pour animer un peu ce corps-là et puis pour terminer d'animer l'autre. Mais bon, il y a plein d'hypothèses qui sont possibles, mais il faut creuser, il faut essayer de chercher comment est-ce que c'est possible, oui ou non, et si oui, comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'après, il faut toujours savoir que dans ces réminiscences de vie antérieure, oui. Alors, ça veut dire qu'on peut se rencontrer, si c'est possible. En on peut se rencontrer oui. soi-même. En quelque sorte, oui. Ça fait un peu bizarre. Si l'esprit c'est la mère, elle peut très bien allaiter l'enfant, elle peut très bien s'allaiter elle-même, quoi. Ce sont deux corps différents avec le même esprit. Vous voyez, je vous cite juste le cas comme ça. C'est pas pour jeter le trouble dans vos esprits, mais c'est que
je pense un peu comme Flammarion qui dit, bon, le paradigme spirit, il est là, il est solide, c'est la meilleure explication qu'on peut avoir encore aujourd'hui, mais il n'est pas impossible qu'un jour, on se rende compte que c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'on ne le pensait. Vous voyez, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on va essayer. Parce que pour la réincarnation, il faut toujours savoir aussi qu'il y a une autre, les gens qui se rappellent d'une vie passée. Qui c'est qui te dit que la personne qui dit je me rappelle avoir été l'aviateur au Japon, l'avion qui s'est écrasé et tout, que c'est pas l'esprit de cet aviateur qui vient parler par l'intermédiaire de ce garçon. Tu vois, c'est une hypothèse. Tu vois, et dans ce cas-là, tu peux très bien avoir un qui est né avant l'autre, puisque puisque ce sont des esprits différents. Tu vois, donc il y a plusieurs explications qui sont possibles, et il faut continuer à observer pour essayer de résoudre cette anomalie, mais sans a priori en disant non, Kardec n'a pas écrit comme ça, donc c'est faux. Ça, c'est pas une bonne attitude. Kardec, ce qu'il a écrit, c'est très solide, mais c'est pas gravé dans le marbre, comme rien au monde. Et lui-même l'a dit. Hein, le spiritisme est évolutif, toujours dans ce même chapitre 1 de la Genèse. D'accord ? Donc, vous voyez qu'en termes méthodologiques, il était quand même solide, le Kardec. Hein, et le professeur Chibeni, là, il dit, mais c'est incroyable qu'un bonhomme, en 1858-59, il ait déjà eu tous ces concepts appliqués de façon intuitive, alors qu'ils ont été établis qu'un siècle plus tard. Hein. Thomas Kuhn, c'était en 1960, 100 ans plus tard. Hein. Et donc, il est assez admiratif devant ces critères et la méthodologie qu'avait déjà appliqué Kardec à son époque. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore? C'est intéressant, hein, tous ces sujets-là. Hein, voilà. Bon. Pour l'instant, l'esprit existe, hein, il se réincarne, la médiumnité fonctionne. Il y a l'animisme, c'est sûr, qui vient un peu mettre le bazar, mais bon, après, bon, il y a quand même des choses qui ne peuvent pas venir du médium lui-même, qui viennent forcément d'ailleurs. Voilà. Et ben, on arrive à faire le bien avec ça, on arrive à soulager des personnes, à consoler des personnes qui sont dans le deuil, à aider des personnes qui souffrent d'une obsession. Donc, allons-y, hein, tant qu'il y a des résultats et que ça fonctionne, il ne faut pas se priver. Ce qu'on mesure, c'est l'étendue de ce qu'on ne sait pas, quoi. Je sais que je ne sais rien. Hein. Ah, et ça, on le sait. Ça, je le sais. Ouais. Voilà. Mais bon, il faut avancer quand même. Hein. C'est tomber dans l'autre extrême et ce qu'on observe d'ailleurs aujourd'hui, hein, le rejet de l'autorité scientifique, qui vient justement du manque de désintéressement, hein, le manque de neutralité des scientifiques. Oui, mais ils sont influencés par des lobbies, par les labos, par ci, par ça. C'est vrai. Et c'est un problème qu'on a aujourd'hui. Et ça porte énormément tort aux scientifiques. Le vrai scientifique, il doit être neutre et 100% désintéressé. Un scientifique qui est financé, même les recherches aujourd'hui financées par des labos, elles sont forcément biaisées. Hein. Et il y a plein d'exemples qui sont cités, qui sont réels. Hein. Monsanto qui développe par manipulation génétique du soja qui résiste aux maladies et tout, mais qui derrière va le faire pour pas que tu puisses prendre ces graines-là. Elles sont stériles, les graines. Hein. Donc si tu veux ces graines-là, tu es obligé de les acheter chez Monsanto. Et là, on voit très bien, là, ça va trop loin. D'accord, ça va trop loin. Alors, on peut comprendre que les recherches coûtent cher, etc., qu'il faut bien trouver des manières de financer, mais ce manque de désintéressement porte énormément tort à la communauté scientifique aujourd'hui. Et vous avez plein de gens qui, notamment, on l'a vu surtout au niveau du Covid, qui disent ils racontent n'importe quoi. Ils veulent absolument nous fourguer le vaccin. Et ces gens-là, ils n'ont pas tout à fait tort. Hein. Là où ils ont tort, c'est d'être trop absolus, de dire tous ces gens qui sont spécialistes dans les virus et la propagation des virus, ils sont nuls. Non, alors là, c'est celui qui dit ça qui est nul, hein, parce que ces gens-là connaissent quand même beaucoup mieux le mécanisme des virus et de leur multiplication que le commun du mortel qui lance une affirmation comme ça ou des fake news, je ne sais quoi. Hein. Donc, toujours pareil, il faut trouver le juste milieu. Pour aller dans ton sens, Charles, il y a, par exemple, en psychologie, c'est les gens qui vendent des médicaments qui ont créé le DSM, c'est-à-dire le livre qui permet
faire le même diagnostic pour chaque psychologue ou psychiatre. Oui. Pour établir un diagnostic psychologique, on utilise le DSM. Bon, il y en a plusieurs, 8, 9. Oui. Et puis, ces livres sont quand même écrits par les gens qui vendent les médicaments. Donc, c'est soumis à caution, quoi. Parce qu'évidemment, dans ce livre, l'intérêt, c'est de vendre des médicaments. Donc, on va forcer le trait sur un avantage des médicaments pour tel type de pathologie, quoi. Ça. Et même ça, quand vous lisez, par exemple, Kardec a écrit des articles sur Daniel Douglas Home. Il a écrit des articles aussi dans la revue Spirit sur les Davenport. Hein. Un des premiers critères qu'il mettait toujours en avant, Home, il gagne combien pour faire ce qu'il fait? Ah non, il gagne rien. Il est là parce qu'il est malade, parce qu'il doit changer d'air, parce que ci, parce que ça. Et puis en même temps, il dit, bah, écoutez, je suis médium, donc si vous voulez... mais il n'a jamais demandé un centime. Hein. Alors que les Davenport qui donnaient des spectacles à temps la place, c'est pas pareil. Hein. Donc là, entre le Chico qui a écrit ses 500 bouquins sans garder un seul centime pour lui, c'est une chose. Hein. Les Meroy Givaudan, où c'est devenu une affaire très commerciale dès le départ, c'est autre chose. Et donc, cette neutralité et ce désintéressement, c'est aussi un des critères très, très efficaces pour se faire une opinion. Hein. Et Kardec l'a employé dès le départ. Hein. Et c'est tout à fait ce que tu dis, Vincent. Aujourd'hui, dès qu'il y a un manque de neutralité quelque part, même dans la géopolitique, hein, avec tout ce qui se passe dans le monde, on a toujours légitimement, est-ce que le gars, il fait ça vraiment dans le but d'aider, quoi, ou est-ce qu'il cherche un avantage pour lui derrière? Hein? C'est le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale était relativement neutre et a relativement bien fonctionné. Mais tous les autres plans qui sont venus par après, il n'y en a pas beaucoup qui ont fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on a toujours vu, ah ben non, et attends, stop. On ne s'en rend pas tout de suite compte au début, hein, ça paraît alléchant, séduisant et tout, mais quand on creuse le sujet, on se rend compte que, et c'est ça qui est malheureux, hein, parce que même dans ces guerres, vous voyez souvent qu'il y a des individus, hein, comme, je ne sais pas moi, Poutine ou Netanyahou, pour eux, il y a clairement un jeu politique, ils jouent leur carte personnelle de façon très très forte, voire même avant la carte nationale ou la carte du bien universel. Hein. Et c'est là où on se rend compte à quel point hein, ces biais, ces intérêts personnels créaient encore des malheurs partout dans le monde. Et donc, c'est pour ça que ce critère de désintéressement, hein, c'est-à-dire faire passer, ou l'abnégation, hein, faire passer l'intérêt collectif avant notre intérêt personnel, clairement, c'est un des traits caractéristiques des esprits évolués. Hein. Dans le monde des esprits, ça fonctionne comme ça. Mais dans notre monde, malheureusement, pas encore. Mais il faut qu'on en soit conscient et que, voilà, hein, c'est par exemple les spiritualistes anglais qui admettent qu'un médium puisse se faire rémunérer, définitivement, c'est clair, c'est pas une bonne chose. Hein, voilà. Et la saga de l'ectoplasme, quand vous lisez le livre, vous vous rendez compte que le fait que ces médiums étaient rares et que chacun leur faisait des offres à des prix d'or pour essayer de les avoir chez eux, c'est ça qui a contribué à tout ce bazar, quoi, hein, à faire de sorte que ces observations, elles aient toujours été biaisées, critiquées par certains, etc. Alors que la science, non, comme on vient de le voir, c'est la neutralité, le désintéressement, l'objectivité. Voilà. Encore un exemple que Kardec nous a donné. Hein, ça. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Il est 9h30 déjà, on a un peu dépassé, je suis désolé. On va s'arrêter là quand même pour aujourd'hui, en remerciant les bons esprits d'avoir pu être réunis aujourd'hui pour échanger sur ces sujets qui sont assez fondamentaux, hein, même encore dans l'actualité, et que tout cela, ça puisse nous aider dans notre cheminement, dans notre parcours, qu'on puisse travailler à cette amélioration personnelle, notamment à ce désintéressement, à cette abnégation, et que chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on se pose vraiment la question, est-ce qu'on le fait pour la collectivité ou est-ce qu'on le fait pour nous? Est-ce qu'il n'y aurait pas encore quelques resquisses d'égoïsme ici ou là qu'il faut justement qu'on travaille et qu'on cherche à réduire, voire à éliminer en nous?
Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite aussi une excellente semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon Bon dimanche à tous, bonne semaine. Bon dimanche. Merci Au revoir. Charles. Bon dimanche. Merci Charles. Bon dimanche à tous.